Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, amis auditeurs et chère Georgette, bonjour et merci d'être à ce rendez-vous. Nous sommes en plein week-end, c'est le tout premier du mois d'octobre et merci encore à vous d'être branchés sur cette émission, d'être bien connectés. C'est une émission qui nous permet de philosopher, de discuter, de faire le tour d'un certain nombre de questions, le tout arrosé de très bonne musique. Et vous savez que cette émission est faite à partir d'ici, le plateau central qui se trouve au centre audiovisuel Nelson Mandela de Libreville, capitale du Gabon. Et puis un plateau éclaté un peu partout en Afrique, au Sénégal, au Ghana, en Côte d'Ivoire, en Italie, au Cameroun et j'en passe. Et sur ce plateau central, je suis en compagnie de Zita. Bonjour Zita. Bonjour Georges. Alors comme d'habitude, comment s'est passée cette semaine? La semaine s'est très bien passée. Très bien passée. Oui. Ça c'est bien. Quand c'est comme ça, c'est bien. Quel est l'élément central, l'élément le plus important qui vous a donné le plus de satisfaction pendant cette semaine? Bon, ce qui m'a donné le plus de satisfaction, c'est un communiqué de l'OMS. D'ailleurs, on va même parler de ça. Un communiqué de l'OMS, Oui, qui disait que l'Afrique se porte mieux par rapport à la pandémie du coronavirus. Ah oui, ça... en dépit de tout ce qui avait été dit au début de l'épidémie. Donc ça me fait énormément plaisir. Effectivement, il y a de quoi tirer un plaisir et un grand honneur de cette information. Nous allons voir du côté du Sénégal, à Dakar. Nogueï, bonjour. Bonjour Georges. Comment allez-vous, Nogueï? Je vais très bien. Ok, c'est une nouvelle qui nous fait plaisir parce que la semaine dernière, eh bien, vous n'étiez pas sur la liste des partantes tout simplement parce que vous étiez malade. Ça va mieux? Oui, ça va. Ça va bien mieux? Oui. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, c'est vrai, hein, on parle beaucoup d'économie informelle, on parle beaucoup de beaucoup de choses qui se passent dans les rues de nos capitales. Alors, il ne faut pas manger n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il ne faut pas manger n'importe où. Et qu'est-ce que vous avez mangé qui vous a rendu si malade? Non, j'étais juste un peu grippée. Juste? J'étais juste grippée en fait, j'avais la grippe. Ok, la grippe. Alors attention, hein, de la grippe au corona, il n'y a qu'un pas, il faut faire attention. N'oubliez pas de continuer de porter... N'oubliez pas de continuer de porter votre masque quand vous êtes dans la rue. Et puis n'oubliez pas de ne pas vous coller aux personnes qui sont avec vous. Il faut respecter 1 mètre, c'est ça? Au moins 1 mètre de distance? Oui, c'est ça. Distanciation sociale. Ok. Alors qu'est-ce qui s'est passé chez vous à Dakar cette semaine de très bien? Cette semaine, Dakar est en effervescence parce que nous préparons la cérémonie du Grand Magal de Touba, qui est préparée chaque année à Dakar. Oui. C'est une fête religieuse de la confrérie des Mourides. Elle symbolise le départ en exil du grand calife, du grand précurseur du mouridisme, Cheikh Ahmed Bamba, qui a été déporté au Gabon en 1898. Pour célébrer cette date et le début de souffrance qui a duré 7 ans, nous organisons chaque année le Grand Magal de Touba. Okay. Avec des cérémonies religieuses, des incantations coraniques, de la distribution de nourriture. Donc nous le célébrerons, Inch'Allah, le mardi. Ok, alors c'est bien noté, on va revenir là-dessus, hein. Vous allez nous donner quelques autres détails. Permettez-nous d'aller à Milan, retrouver Adrienne. Adrienne, bonjour. Oui, bonjour Georges. Bonjour, je les Georgette. Comment ça va Adrienne? Ça va. Là, nous sommes sortis du continent, nous sommes avec vous en Italie. Dites-nous, oui. Est-ce que les informations que vous allez nous donner, ce qui vous a le plus marqué cette semaine, est tout aussi intéressant et satisfaisant que ce qu'on a entendu la semaine dernière? Il y avait des Africains qui s'étaient bien distingués en Italie. Est-ce que ça continue? Oui. Cette semaine, non. On va pas parler des Africains, des immigrés qui se sont comportés. Non, malheureusement, le débat, le fait qui m'a marqué va nous permettre d'emboîter du pas avec un des sujets sur lesquels nous allons débattre après. Malheureusement, il y a eu un meurtre, un assassinat, mais d'une telle violence
qui a secoué encore l'Italie. Ah oui? Oui, je commencerai par poser une question. Comment le bonheur, la joie de vivre d'un jeune couple peut amener quelqu'un d'autre à ne pas tolérer cet amour-là? Donc, c'est un jeune homme de 21 ans qui était jaloux de ce couple-là. Il était colocataire dans leur appartement. Malheureusement, bon, il était jaloux et donc il a concocté, planifié le crime dans les moindres détails et il les a assassinés. Ah oui? Quand il a été arrêté, il a répondu tout simplement qu'il ne supportait pas de voir leur bonheur. Alors ça, c'est des choses terribles qu'on rencontre souvent, qu'on vit souvent en Europe. On voit des gens heureux et puis on en est tout simplement et bêtement jaloux. Alors, ce qu'on va faire, Adrienne, nous allons essayer de calmer tout ça. Hein. Vous allez nous donner des détails concernant cela tout à l'heure. Parce que nous allons parler d'un sujet, la peine de mort. Alors, faut-il infliger la peine de mort à ceux qui enlèvent la vie à un certain nombre de personnes? En tout cas, c'est l'un des sujets de cette émission. Voilà. Un autre sujet, c'est la non-violence. Mais permettez-nous de planter notre décor, de vous faire plaisir, de vous donner de la très bonne musique. Et cette musique, elle provient des tréfonds du Gabon. Nous avons décidé de vous proposer quelque chose qui s'appelle Mouyanga Plus. Ça, c'est le titre du morceau. Et l'orchestre, l'ensemble qui vous propose cette musique accompagnée d'un superbe ballet, c'est Mouyanga Ba Mambang. Et j'espère que je prononce bien. En tout cas, vous en serez très heureuse. Et vous, amis téléspectateurs et auditeurs, vous en serez également très heureux. Voilà, j'espère que vous avez bien apprécié l'Afrique. Nous étions au cœur de l'Afrique avec du rythme, avec de la danse, avec des chants. En tout cas, j'espère que cela vous a fait plaisir. Vous qui nous suivez tous les samedis à Ça va chauffer. Et mesdames et messieurs, n'oubliez pas que nous avons un numéro de téléphone et que vous avez la possibilité d'utiliser ce numéro de téléphone pour prendre part aux différents débats que nous vous proposons pendant cette émission. Avant de lancer le premier sujet de débat, permettez-moi d'aller à Accra, au Ghana, retrouver Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour, bonjour Georges. Ah voilà, un bonjour. Bonjour les Georgettes. La tonicité, comment ça va? Ça va très bien avec la coiffure qui va avec, donc ça va très très bien aujourd'hui. Alors il faut qu'on voit cette coiffure parce que c'est vrai que l'autre fois c'était 4 grosses boules sur la tête, aujourd'hui c'est combien de boules? C'est toujours les mêmes 4 grosses boules, Georges. Elles sont revenues pour vous. How do you call it in Ghana? C'est comme ça qu'on dit? Comment ça s'appelle au Ghana? I don't know the name. You don't know the name? Yes, I don't know the name. It's an... ça n'a pas yes, it's an invention. Mais ça, là c'est vos cheveux, hein? Naturel. Exactement. Ok. Alors, la semaine s'est très bien passée pour vous aussi? En Italie, non, parce que Adrienne nous a fait cas d'un... Oui, c'était une très bonne semaine. Très bonne semaine. Vous êtes en pleine campagne là-bas déjà? Campagne électorale? Oui, c'est une très bonne semaine. Oui. Ça bouge, hein? Oui, la campagne électorale, elle a bien débuté. Oh, ça bouge pas trop, en tout cas pas comme dans les pays d'Afrique francophone, ça bouge pas trop, mais la campagne elle a bel et bien débuté. Ah, attention, très bien même. Et il y a aussi un cas qui fait parler de lui ici au Ghana. Oui. J'étais en train de vous dire qu'en Côte d'Ivoire et en Guinée c'est tendu. Si c'est pas tendu, si c'est pas aussi tendu au Ghana, c'est très bien. Alors, de quoi vouliez-vous nous parler? Un cas de quoi? Un cas très spécial d'un couple ghanéen vivant aux États-Unis, un couple pastoral. Le pasteur, enfin le mari, a tué sa femme par jalousie et tout le reste. Donc c'est même un cas que je vais évoquer dans l'un des sujets dont on va débattre tout à l'heure, les violences faites aux femmes. Un pasteur... Donc ça fait un peu couler beaucoup d'encre de salive ici au Ghana. Un pasteur qui n'arrive pas à se retenir, hein? Exactement, oui. Alors, Josepha, maître Pomboulou, qui n'est pas avec nous, aurait dit, est-ce que l'Ikambo Ezali normal? Est-ce que c'est normal, ça? Un pasteur, normalement, il doit avoir de la retenue, il doit avoir du recul par rapport à un certain nombre de choses, mais s'il se laisse aller de cette façon, c'est que tout ce qu'il a appris et tout ce qu'il a enseigné, eh bien, c'était vraiment du vent pour lui, hein?
n'est-ce pas? Exactement, exactement. Okay. Alors, ça nous ramène... C'est ça. Ce sujet va nous ramener dans l'un de nos thèmes du jour. Faut-il infliger la peine de mort à certaines personnes qui enlèvent la vie à d'autres personnes? En tout cas, c'est un sujet pour lequel je vous demande de vous préparer avec vos arguments. Et puis maintenant, permettez-moi, Sabrina, d'aller au Cameroun. Le Cameroun qui est un pays frontalier au Gabon. Nous sommes à Douala et nous allons retrouver avec beaucoup de plaisir Carole. Bonjour Carole. Hello. Good morning. Ah, good morning. How are you? Fine, thank you. And okay. You are there? I'm very fine. Comment on dit? C'est ça, hein? I'm very fine. C'est bon? Mon anglais? Exactement. Oui. Moi, je suis d'un pays francophone, donc on parle français ici. Le Cameroun, c'est un pays bilingue. Là-bas, on passe de l'anglais au français, du français à l'anglais, de façon, en tout cas, allègrement, n'est-ce pas? Vous avez passé une bonne semaine, Carole? Je sais que la semaine dernière, ça a été un peu agité. Vous avez... Ça continue à être agité. Vous avez pu rejeter les gaz lacrymogènes que vous aviez avalés pendant cette fameuse journée, la semaine dernière? Je pense que ça va, mais ça m'a laissé une petite grippe là. Ah, avec ces complications. Vous voyez, j'ai un problème à l'œil droit là. On ne voit pas bien. Ah oui? J'ai un problème à l'œil droit. Alors ça, nous allons nous en prendre aux autorités du Cameroun. Et je pense que c'est des complications. Oui, c'est ces gaz-là, j'ai en train de... Et ça, c'était à l'occasion de cette fameuse marche organisée par le très cher et qui embête le président Paul Biya, Maurice Kamto. Maurice Kamto qui est toujours assigné à résidence. En fait, il ne sait même pas s'il est assigné à résidence ou alors tout juste empêché de sortir. Il ne sait pas, mais il est toujours gardé chez lui par les forces de défense et de sécurité depuis le 21 septembre. Alors donc il ne sort plus, il est chez lui? Il ne sort pas, personne ne sort, sauf sur autorisation spéciale du chef de la police camerounaise. Donc plus question d'aller marcher? En tout cas, ces militants certains sont en prison. On parle de 600 militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui sont en cellule, dans les cellules camerounaises. Mais le parti ne compte pas que ces 600. D'autres peuvent bien sortir. Il n'y a pas que le Cameroun d'ailleurs. Il y a la diaspora avec ce mouvement de la brigade anti-Sardina qui est ce mouvement pro-Kamto et anti-Biya. Ils peuvent toujours sortir marcher. C'est pas... Alors, tel que les choses se présentent, ça ressemble à un feuilleton avec plusieurs épisodes et c'est sûr que nous ne sommes pas encore à la fin de ce feuilleton parce qu'il y aura des rebondissements. Mais c'est ça la vie politique au Cameroun en ce moment. Maurice Kamto qui empêche le pouvoir de tourner en rond. Malheureusement, quand il y a des marches, des fois la police s'en prend aux journalistes. On en a parlé la semaine dernière. Alors faites tout ce que vous voulez, chères forces de l'ordre, mettez de l'ordre, mais ne touchez pas à nos journalistes et surtout pas à notre chère Carole, n'est-ce pas? Non, je pense que, comme je vous l'ai raconté, je me suis retournée pour qu'ils voient ce qui était écrit derrière ma veste, derrière ma jaquette de journaliste. Et c'est comme cela qu'ils ont pu ne pas lancer la deuxième bombe. J'avais déjà reçu la première. Donc je pense que dès qu'on est identifié, il faut que les journalistes sortent avec leur jaquette, avec tout ce qui peut les identifier physiquement pour qu'ils soient différenciés des marcheurs, des militants. Ok. Alors, Sabrina, Nogueil et Adrienne, et puis ici Zita, avez-vous une question chacune à poser à Carole ou bien on continue? Est-ce que, genre, j'aimerais savoir, oui. Pour le coup, est-ce que c'est habituel ce genre de cas au Cameroun que les journalistes reçoivent des bombes lacrymogènes comme ça durant des marches? Carole a entendu, Carole va répondre. La prochaine question, je les prends par liste. Je suis leader politique. On y va. Est-ce que c'est fréquent ce genre de situation où les journalistes... J'ai compris la question.
j'ai compris la question de Sabina. Je demandais s'il y avait d'autres questions pour que... Ah oui, autre question, non, pas forcément. Pas encore. Adrienne, à Milan? Non, non. Non? Ok, alors, réponse avec Carole. On y va. Ah, il y a Zita aussi, ici? Non. Pas de question, ok. Carole. Pas de question. Voilà. Alors Sabrina, le 26 septembre 2019, quelques mois seulement après la présidentielle d'octobre 2018, le MRC, toujours ce parti de l'opposition de Maurice Kamto, avait annoncé une marche dans tout le pays et dans la diaspora pro-Kamto. La diaspora, c'est l'Occident, hein, les pays européens, les États-Unis, etc. Ils avaient donc respecté leur mot d'ordre de protestation, une marche qui avait été interdite par les gouvernants. Il y avait des journalistes qui étaient venus couvrir cette marche-là. Tout le monde a été ramassé. Et il y a certains qui ont fait des mois, hein, des journalistes qui ont fait des mois en cellule avant qu'ils ne soient relâchés. Donc ce n'est pas la première fois que cela arrive au Cameroun. Il n'y a pas que le 26 janvier 2019, parce que en dehors du 22 septembre 2020, il y avait le 26 janvier 2019, il y avait également les marches après élection de 2011, il y avait des marches en 97, en 92, en 90, bien, bref, ce n'est pas une situation... en 90 même, c'était très grave, hein. Il y a des journalistes qui étaient connus, très connus, les Pius Ndjawe, des journalistes comme Séverin Tunke, le PDG du groupe La Nouvelle Expression, et le journaliste de regretté mémoire Pius Ndjawe, le fondateur du journal Le Messager, le tout premier journal de la presse privée au Cameroun, post-indépendance. Ces journalistes-là, qui étaient connus par les forces de l'ordre, on en avait cure, on les a bien bastonnés, on les a torturés. Il y a des livres qui parlent de ça. Ils ont été envoyés en prison pendant des mois, torturés, etc. Wow. Donc aujourd'hui, on a une petite, il y a un petit baume qui est mis sur ces répressions, cette répression des forces de sécurité. Ce n'est plus grave comme avant. Voilà, ça a un peu, voilà. Voilà, on l'a bien compris, chaque fois que ça bouge au niveau politique au Cameroun, eh bien, les journalistes prennent des coups de bâton. Et on en a parlé la semaine dernière, il faut faire attention, les journalistes ne font que leur travail et il ne faut pas les bastonner, il faut les laisser faire leur travail. Et on demande également aux journalistes de faire preuve de la plus grande responsabilité dans ce genre de situation. C'est dommage que nous n'ayons pas aujourd'hui Pulchéry, parce que le sujet dont on va parler, eh bien, c'est un sujet sensible. Comment arriver à vaincre certaines situations par la non-violence. N'oublions pas, Zita, que hier, nous étions le vendredi 2 octobre, et le 2 octobre, habituellement, c'est la journée mondiale de la non-violence. On n'a pas entendu... Le 2 octobre de chaque année, depuis 2013, c'est la journée internationale ou mondiale de la non-violence. Est-ce que les auditeurs ont entendu? Oui, je suppose. Ok, et les téléspectateurs ont-ils entendu? Oui. Et les Georgettes ont-elles entendu? Oui. Ok. Oui. Alors, le 2 octobre, c'est la journée internationale, la journée mondiale, en tout cas, de la non-violence. Qu'est-ce qu'il faut entendre par cela? Eh bien, on vous propose notre premier sujet de débat. La journée internationale de la non-violence est célébrée le 2 octobre, jour d'anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi, chef du mouvement pour l'indépendance de l'Inde et pionnier de la philosophie et de la stratégie de la non-violence. En vertu de la résolution de l'Assemblée générale du 15 juin 2007, cette journée inspirée par la philosophie de la non-violence de Mahatma Gandhi est l'occasion de diffuser des messages de paix, notamment par des actions d'éducation et de sensibilisation. La résolution réaffirme la pertinence universelle du principe de non-violence et souhaite favoriser une culture de paix, de tolérance, de compréhension et de non-violence. Comme le témoigne l'une de ces citations, la non-violence est la plus grande force que l'humanité ait à sa portée.
elle est plus puissante que l'arme la plus destructive inventée par l'ingéniosité de l'homme. Gandhi est demeuré convaincu du bien fondé de la non-violence, même dans les conditions oppressives et face à des difficultés apparemment insurmontables. Le principe de la non-violence, connu également sous l'appellation de résistance non-violente, rejette le recours à la violence physique en vue de provoquer des changements sociaux ou politiques. Cependant, bon nombre de personnes font appel à la violence pour résoudre des conflits qui se soldent malheureusement par des conséquences regrettables. Chers téléspectateurs et auditeurs, chère Georgette, quelle action pacifique et non violente faut-il mener contre tous ces problèmes politiques que l'on subit un peu partout sur le continent et particulièrement en Guinée et en Côte d'Ivoire avec le 3e mandat au Nigeria, au Niger, au Mali, au Burkina Faso, avec le terrorisme, pour ne citer que ces cas. Notre téléphone vous est ouvert au 074 55 102 si vous êtes au Gabon ou au plus 241 74 55 102 si vous êtes hors du Gabon. Voilà. Zita vient de planter le décor. La non-violence, c'est une philosophie, c'est une façon d'être, c'est une façon d'aborder des fois les difficultés. Et des exemples ont été pris dans le sujet qui a été proposé. Côte d'Ivoire, Guinée, comment affronter ces difficultés que constitue le 3e mandat par la non-violence. Et puis, vous savez que le terrorisme, il sévit au Cameroun, au Nigeria, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, un peu partout. Comment est-ce que l'on peut affronter ces grosses difficultés très violentes, il faut le dire, par la non-violence? Comment on fait? C'est pas évident, hein, Zita? Pas du tout. C'est une philosophie qui est très difficile à appliquer, à mettre en pratique. Parce que dans certaines situations, il vaut mieux appliquer la violence pour certaines. Oui, pour certaines personnes, ils pensent que pour faire changer les choses. On fait la promotion de la non-violence. Exactement. Mais moi, je pense que... Vous n'y croyez pas? Non. C'est pas toujours évident. C'est pas évident. Ok. Alors, vous avez eu l'avis de Zita. Elle pense que des fois, il faut répondre à la violence par la violence. Est-ce que c'est votre avis, Nogueï, à Dakar, au Sénégal? Faut-il répondre à la violence par la violence? Nous sommes en pleine célébration, certes depuis hier, de la journée mondiale de la non-violence prônée par, vous le savez, Mahatma Gandhi. Je ne partage pas l'avis de Zita. Je ne pense pas qu'il faut répondre par la violence forcément. Il y a d'autres moyens, franchement, de régler des problèmes sociaux-politiques. Par exemple, on peut essayer, par exemple, de retirer le pouvoir de consentement et de coopération des masses. Parce qu'on sait que le pouvoir dépend du peuple. Le pouvoir est entre les mains du peuple. Donc, on peut avoir recours au refus de coopération des masses, ou bien organiser des manifestations non violentes, ou bien faire des actions de protestation et de persuasion. En fait, on ne peut pas tout simplement, si on réagit tout le temps par la violence, il n'y aura pas de solution, je trouve. Et que, comme le dit Mohamed Gandhi, on peut trouver un monde de paix, un arbre de paix. Il ne s'agit pas seulement de réfuter le conflit. On ne rejette pas le conflit, en fait, par la non-violence. Mais on cherche une action cas pratique, Nogueï, cas pratique. Voici une situation qui sévit, le terrorisme qui sévit dans un certain nombre de pays africains. Et c'est très violent. Comment arriver à bout de cette situation très violente par la non-violence? Mais après, de toute façon, quand on arrête les terroristes, par exemple, je vais prendre un exemple. Quand on arrête les terroristes, par exemple, c'est pas comme si on les condamnait à mort, ou bien qu'on les tuait, ou bien qu'on leur rendait les mêmes actions, en fait. On ne répond pas par la criminalité, on les met en prison. Il y a d'autres solutions. Donc, moi, je propose la prison, mais pas répondre par la violence, par exemple. Alors, et puis, il paraît aussi que ce sont les difficultés en matière de développement qui favorisent des fois le terrorisme. Tous ces jeunes gens qui sont recrutés dans les rangs du terrorisme, eh bien, simplement parce qu'ils n'ont rien à faire, ils sont des laissés pour compte dans leur société. Qu'est-ce que vous en dites? Ça, c'est un problème de développement, c'est un problème économique. C'est un autre problème. C'est peut-être une voie de solution face à quelque chose de très violent comme le terrorisme. Pas
personnellement, je ne pense pas que le terrorisme soit motivé par des questions d'ordre économique. Je pense plus que c'est motivé par des questions d'ordre fanatique, par exemple. En général, le terrorisme est motivé par le fanatisme. On y va par leurs propres croyances, on défend une cause, mais pas forcément parce qu'on n'est pas riche ou bien qu'il n'y a pas d'ordre socio-culturel, bien des choses comme ça. Ça dépend du fanatisme, je trouve. Ok. Direction Milan. Adrienne, l'Italie est un pays dans lequel on a connu les brigades rossées, les brigades rouges qui ont terrorisé pratiquement tout le pays. Comment est-ce que finalement ces brigades rouges ont pu être vaincues? Est-ce que ça a été par la force? Et comment est-ce qu'on peut appliquer la non-violence face des fois à des situations très violentes, comme je le dis? Bon, je crois que est-ce qu'on peut dire qu'elle a été complètement éradiquée? Non, je ne crois pas. Mais bon, il y a beaucoup d'organisations secrètes qui travaillent dans l'ombre pour essayer quand même de... Allô, vous me recevez? Oui, je vous entends très bien. Je parle de la Camorra. Oui, la Camorra et la Cosa Nostra, bon, tout ça, ce sont des organisations criminelles. Hein. Et donc, bon, depuis que moi je suis là, de ce que j'ai pu suivre de près, je sais que bon, il y a les polices, enfin, secrètes, des gens qui mettent des enquêtes, qui essaient quand même de côtoyer d'autres personnes qui, à la fin, vont quand même essayer de vendre la pêche et puis vont découvrir qui était à la base ou qui était à la tête de ce groupe-là. Bon, dès qu'ils sont saisis, dès que la police les saisit, c'est pas aussitôt la violence. Hein. Ils sont arrêtés, ils sont jugés, ils sont mis en prison, bon, tout ce qu'on veut. Mais bon, il faut dire que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore fait à combattre cela par la violence. C'était tout, on va dire, les différents crimes qu'ils ont commis par rapport aux grands juges quand ils ont fait exploser les voitures. Vraiment, ça a été un drame qui a secoué l'Italie. Donc, jusqu'à présent, de par même, disons, comment je peux dire ça, la figure même de l'Italie en tant que pays qui est ouvert sur toutes les différentes religions, le Vatican qui s'y trouve. Bon, il y a beaucoup de choses qu'ils sont obligés de traiter vraiment avec beaucoup de prudence. Ne pas vraiment afficher cette image-là d'un pays violent, même si malheureusement, elle compte pas mal de groupes criminels, quoi, voilà. Alors, à l'époque, on a eu à suivre toutes ces choses-là, les brigades rossées, la Camorra, qui avait en face, les carabinieri, comme on dit. Alors, on va quitter l'Italie. Vous êtes en Italie, mais on voudrait avoir votre avis. Vous savez que la Côte d'Ivoire et la Guinée sont en très grande difficulté. Là-bas, le président Alassane Dramane Ouattara et le président Alpha Condé ont décidé de briguer un troisième mandat. Ça crée des difficultés. Comment pensez-vous que ces difficultés-là peuvent-elles être affrontées par la non-violence? Une bonne gouvernance qui sous-entend le respect de la constitution de chaque pays. Non. Le problème est posé déjà. Hein. Il y a pas de... bon, il y en a qui disent que la constitution n'est pas respectée. Alors, comment on fait pour affronter les difficultés qui émanent de ce troisième mandat qui est devenu une sorte de gangrène en Afrique? Bon, comme le disait Zita, à un moment donné, je crois que bon, on est obligé d'essayer de prendre un peu de violence pour attaquer. Oui. À un moment donné, parce que bon, comme je dis, ben, ces hommes-là qui veulent forcément un troisième mandat, et ils savent que le pays est en train de couler. Et ils se disent, non, si moi je ne peux pas gouverner, il faut que ce pays la coule en même temps que moi. Alors, moi, je dis qu'à un moment donné, oui, il faut. Et s'il le faut, juste un tout petit peu. On sait que dans beaucoup de pays, pour bâtir plein de pays, même, comment on appelle, la prise de la Bastille, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu des morts. Mais je suis désolée de m'exprimer comme ça, mais quand à un moment donné, on sait que ça ne va pas, il faut vraiment tirer toutes les forces qu'on a et puis pour faire, essayer d'affronter la situation. Chère Adrienne, que faites-vous de la philosophie de Mahatma Gandhi qui prône la non-violence? Il a dit c'est une philosophie. Vous dites bien c'est une philosophie, mais des fois, est-ce qu'elle va toucher un peu de l'utopie? Parce qu'on ne peut pas.
Vous avez quelqu'un comme le président de la Côte d'Ivoire ou Alpha Condé qui se sont imposés, qui disent qu'ils ne veulent pas écouter qui que ce soit. Alors, dites-moi comment vous faites pour appliquer cette philosophie. Alors n'oubliez pas que la force en ce moment est du côté du pouvoir. Alors s'il faut affronter ce pouvoir avec la force, comment le faire? Puisque c'est eux qui détiennent la force de l'État. Bon, la seule image qui me vient en tête, on va parler de feu Kadhafi. Kadhafi était très fort à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'ils ont procédé pour arriver à là? Dites-moi. Il y a bien moyen, même s'ils ont le pouvoir, il y a bien moyen. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide. Alors, comment ils sont arrivés à faire tomber Kadhafi à cette époque? Donc vous vous alignez sur Zita, qui a dit des fois il faut... Oui, à un moment donné, comme je dis à un moment donné, je ne suis pas pour la violence, mais à un moment donné, s'il le faut, ben voilà, il le faut. Même, je sais pas, la justice divine, il y a des fois, quand il faut frapper fort, on frappe. Okay. Je suis désolée, c'est comme ça. Donc vous voulez dire que la pratique de la non-violence a des limites? Oui, j'ai toute ma famille en Afrique et tout, en Côte d'Ivoire. Donc, bon, les images que nous recevons ici, de tout ce que nous entendons, ben, à un moment donné, ça me fait souffrir. Et puis, bon, quand on sait qu'ici, c'est encore plus facile. Donc, comment l'Occident fait dans ce genre de situation, peut-être pour organiser des référendums, après, il faut aller au vote, et puis, bon, voilà, comment ils font pour arriver, et nous, le continent africain qui ne peut pas. Okay. Nous sommes nous-mêmes... Vous êtes dans une série de questionnements. Oui, peut-être oui, nous sommes les vrais responsables de notre sort actuellement. On ne peut pas continuer à inculper les autres. Hein. Non, Carole Adouala, avez-vous quelques éléments de réponse à ce questionnement qui déferle de Adrienne, Carole? Comment faire comme les pays développés et la question aujourd'hui elle est simple, hein, mais en même temps elle est très complexe. Comment affronter tous ces problèmes qui ont en eux une charge de violence? Comment faire pour les affronter par la non-violence? Carole, je sais qu'au Cameroun, par exemple dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest, c'est chaud. Certains parlent de séparation. Comment est-ce qu'on fait pour affronter ce genre de situation par la non-violence? Vous savez, ceux qui sont partisans de la non-violence, ce sont les chrétiens, les religieux. Ce sont les religieux. Les religieux, les chrétiens, les bouddhistes, les islamistes, etc. Mais il n'y a pas que ces personnes dans la société. Il y a des athées, il y a des personnes qui pensent que... il y a des juifs qui pensent que c'est la loi de Moïse qui doit... la loi du talion qui doit voilà, diriger le monde. On ne tente pas l'autre jour, lorsqu'on nous a déjà... on a déjà une joue qui chauffe, on ne tente pas l'autre jour pour... à recevoir une autre Égypte. Comme on dit, oui, personnellement, comme le disent ces religieux-là, que la première institution d'une société, c'est la famille. Imaginez dans une famille qu'il y ait de la violence dans une famille, mais ça ne va jamais marcher. Ça ne va jamais marcher. La violence d'un époux envers sa conjointe, ça ne va jamais faire prospérer la famille, frères et sœurs. Qu'il y ait de violence dans une maison, ça ne va jamais. Donc, personnellement, la violence est l'arme des lâches. La violence est l'arme des lâches. Maintenant, il y a d'autres moyens, pour... alors tout cela projeté dans les grandes difficultés que nos pays ont. J'ai évoqué comment on va dire ça, les velléités séparatistes au Cameroun. J'ai évoqué également la Côte d'Ivoire et la Guinée avec ce problème du troisième mandat, le terrorisme au Burkina Faso, au Niger, au Mali, etc. Comment est-ce qu'on fait pour vaincre par la non-violence ces situations difficiles, compliquées? Rappelez-vous aussi le printemps arabe. Je ne pense pas qu'il y avait de la violence là-bas. Mais ils ont renversé les chefs d'État. Ils ont renversé les gouvernements. Il suffisait de gréver. Il n'y avait plus de service public. Parce que sans service public, un État ne peut pas fonctionner. Donc il y a les grèves qui sont un moyen non violent. Voilà, les grèves massives
qui sont un moyen de la non-violence pour obtenir quelque chose qu'on veut. Alors, allons dans un cas pratique encore, Carole. En Côte d'Ivoire, par exemple, je sais que le président Henri Konan Bédié a lancé l'idée de désobéissance civile. Et ça vient des idées de Mahatma Gandhi. Bien sûr, c'est une idée. C'est une idée pour... si tous les Ivoiriens sortaient et s'asseyaient dans les rues, rien ne marche. Pas de service public, rien, pas de boutique ouverte et tout. Vous pensez qu'Alassane Ouattara resterait au pouvoir si ça dure 1-2 semaines? Sans bâton, sans cailloux, sans pneus brûlés, hein? Non, parce que, regarde, vous avez dit tout à l'heure que la force était du côté de l'État. C'est toujours l'État le plus fort par rapport au groupe, au mouvement de protestation. L'État est toujours fort. Et comment est-ce que vous pouvez, je prends l'exemple d'une femme à la maison, ce n'est pas en bagarrant avec son mari, en lui portant un coup, quand il te porte un coup, que la situation va s'arranger. Il y a d'autres moyens de punir son mari à la maison, il y a d'autres moyens de punir sa femme à la maison, et qui ne passent pas par la violence physique. Il y a aussi la violence morale. Hein. Donc vous n'êtes donc pas d'accord avec Zita et avec Adrienne? Non, il y a une façon d'aboutir, d'obtenir ce qu'on veut par la non-violence, par des moyens non-violents, parce que, vous savez, hein, vous avez pris l'exemple de la Côte d'Ivoire. Mettons ça sur la table. Tous les Ivoiriens sortent, ils se mettent là, dans les rues, personne ne marche. Il y a plein d'Ivoiriens, même la déventure du palais présidentiel, noir de monde, personne ne bouge. Et comme ça, pendant des années, vous pensez que le monde va regarder Alassane Ouattara tirer sur ces personnes-là? Non, okay. Il n'osera pas. Donc, et je pense que si ça dure 1-2 semaines, il va peut-être jeter l'éponge, je pense. Ok, alors on a envie d'avoir l'avis de nos auditeurs et de nos téléspectateurs. Vous savez que notre numéro de téléphone, si vous êtes au Gabon, c'est le 0 74 55 11 02. Et si vous êtes en dehors du Gabon, vous faites le plus 241 74 55 11 02. Nous rappelons que le 2 octobre, c'était la journée internationale, ou si vous voulez, la journée mondiale de la non-violence. Et nous posons la question de savoir comment arriver à bout des situations difficiles et compliquées à partir de la non-violence prônée par Mahatma Gandhi. Nous prenons la direction maintenant d'Accra en attendant des appels d'Accra pour retrouver Sabrina. Quel est votre avis sur cette question qui est très sensible? Comment vaincre les situations compliquées, les situations difficiles par la non-violence? Alors, pour commencer par le cas de la Côte d'Ivoire et la Guinée, par exemple, qui sont actuellement en période électorale. Et il faut d'abord mentionner que la Guinée, depuis l'année dernière, subit des attaques, mais pas possible, dans le nord du pays, des attaques dans des cathédrales, encore et encore. Si et seulement si on dit qu'il faut répondre à la violence par la violence, comment est-ce qu'un peuple désarmé peut répondre à un pouvoir armé? On ne peut pas répondre à la violence par la violence parce que les populations ne sont pas en possession d'armes. Les populations ne sont pas en possession de, on va dire quoi, de tout ce qui peut faire mal au pouvoir en place. Et donc si ils des fois les manifestants, pardon, des fois certains manifestants sont armés, hein. Des fois, hein, ça arrive. Des fois et certains, c'est-à-dire si vous avez une population d'1 million en face d'un pouvoir, le pouvoir aura toutes les armes, alors que dans la population d'1 million, on aura à peine 20, 30, 40 personnes, 100 personnes qui ont des armes. Ce qui ne fait pas le poids face aux autorités qui, eux, détiennent la majorité des armes. C'est la raison pour laquelle il ne serait pas bien pour les populations d'affronter de manière directe, en fait, de répondre à la violence par la violence. Moi, je rejoins Carole, par exemple, qui a donné l'avis sur faire de grève et tout. Mais je donne une autre solution, par exemple. Nous sommes en Afrique. Vous savez, en Afrique, lorsqu'une maman se met, on va dire quoi, se déshabille pour maudire son enfant, c'est compliqué pour les gens qui sont autour de regarder ça. Je me suis toujours dit, lorsque je vois ce genre de trucs, des violences par-ci, par-là, si les femmes sortaient enfin, les femmes, je parle des femmes, que les femmes sortent enfin,
Vous demandez que les femmes sortent nues. Complètement nues face au pouvoir. Oui, que les femmes sortent nues, qu'elles se mettent juste comme ça dans des endroits publics pour répondre au pouvoir en place. Je vois Nogueï qui se gratte le visage. Vous savez pourquoi Nogueï se gratte le visage? Parce que c'est une abomination. Personne ne pourrait regarder cela. C'est quelque chose qui va vraiment, mais vraiment choquer au point que les autorités qui veulent emmener la violence soient emmenées à trouver d'autres moyens pour rétablir la paix, parce que c'est pas normal que les mamans se mettent nues. C'est elles qui nous ont mises au monde. Et donc cette situation, donc on va dire quoi, à situation extrême, réaction extrême. Donc il faut réagir de manière extrême pour pousser le pouvoir en place à comprendre que la violence n'est pas le moyen par lequel il faut résoudre des situations. Et si on parle aujourd'hui, par exemple, de terrorisme, je me pose beaucoup de questions sur cet aspect, parce que le terrorisme ne se fait pas partout. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des zones ciblées par les terroristes pour aller, on va dire quoi, affronter les populations, pour aller détruire certains villages, certaines parties de certains pays? C'est un problème encore plus profond. Moi, je pense qu'il ne faut pas répondre à la violence par la violence, mais il faut mener des actions. Okay. Il faut mener des actions ensemble. J'ai envie d'avoir... Parce que si et seulement si... Oui, je vous entends, chère Georgette. J'ai envie d'avoir les réactions de Zita et de Adrienne face à ce que Carole, Nogueï et Sabrina ont dit. Bon, moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas en train de faire l'apologie de la violence. Je dis ceci, il y a des situations dans lesquelles la non-violence, elle est difficile à appliquer. Par exemple, Carole a pris l'exemple de la famille. On ne peut pas comparer à ce qui se passe dans une famille à un président, par exemple, qui est prêt à tout. Mais dans la famille, il y a des fois des gens qui sont prêts à tout. Des fois, il y a des gens qui sont prêts à tout, mais c'est pas comparable. Ah bon? C'est vraiment pas comparable, parce qu'un président qui est prêt à tout, même quand Sabrina dit il faut que des femmes sortent, mais si cette personne-là, il s'en fout, il y a des dictateurs, il y a des gens qui s'en foutent de tout. Même si ces femmes, on se rappelle la date du 28 septembre en Guinée. Voilà. Même si ces femmes sortent nues, si cette personne-là, elle est décidée à garder le pouvoir, je t'assure que Sabrina, il va tirer sur ces femmes-là. Ok, avis de Adrienne. Adrienne d'abord. Il va tirer sur toutes les femmes du pays. J'en suis convaincue. Alors, vous avez entendu les autres Georgettes? Oui, Sabrina, je comprends ce que tu es en train de dire. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a ce groupe de femmes-là qu'on appelle Adjanou. En fait, elles sortent la nuit. Elles sont complètement nues aussi. Elles sortent, puis bon, elles font le tour de la ville. Quand il y a des problèmes politiques comme ça qui se posent, elles le font. Ça existe en Côte d'Ivoire. Mais moi, si j'ai dit que je suis un peu d'accord avec ce que Zita a dit, c'est parce que j'ai essayé de voir un peu à partir... Mon regard est posé, disons, je ne peux pas vraiment comparer, disons, l'Afrique et le monde occidental. Mais je veux dire qu'au niveau de l'Italie, par exemple, quand Mussolini, qui est fasciste, à l'époque, il s'était allié à Hitler, mais à Milan, ici... Après la Deuxième Guerre mondiale, le peuple s'est levé, c'est-à-dire même si c'était les bâtons, les fourches et tout ce qu'il fallait dans les champs, le peuple s'est levé, ils l'ont renversé, ils l'ont tué, ils ont laissé le corps pendu, je ne sais pas pendant combien de jours, la tête en bas, pour faire comprendre à toute la population, à toute la péninsule italienne, il ne fallait plus jamais que quelque chose de ce genre se représente. L'État italien a eu sa constitution, c'est une république aujourd'hui, on n'entend plus parler. Pourquoi est-ce qu'en Afrique on ne peut pas le faire? Comme Zita le dit, un seul président qui est en train de piller toutes les richesses d'un pays, pendant que toute la jeunesse est en train de mourir, nous voyons tous nos petits frères, nos petites sœurs qui viennent mourir, combien de jeunes filles ivoiriennes, africaines qui viennent mourir dans la Méditerranée ici, elles sont enceintes parce que dans le projet elles se disent oui, si je suis enceinte, certainement qu'en arrivant, en mettant au monde mon bébé, je vais pouvoir avoir les documents et tout. Combien de personnes qui sont en train de mourir? Et ce monsieur, c'est ces hommes-là qui ont tout eu dans la vie, juste ils veulent seulement qu'on leur mette le tapis rouge sous le pas et puis c'est tout. Non, à un moment donné, comme je dis, comme ça s'est passé pour Kadhafi, s'il y a lieu, il y aura quelqu'un qui va se lever contre ces hommes-là. Dans la Bible, il est écrit que... Non, il est écrit que...
Non, pardon, que je finisse. Dans la Bible aussi, il est écrit qu'à un moment donné, au temple, ils ont dit qu'il fallait mieux qu'un seul meure pour sauver tout le peuple. Ça veut dire que Jésus, le Christ, lui, devait aller mourir. Les gens ont accepté. Ça veut dire que si lui, un de ses présidents, je ne souhaite pas la mort, hein, je souhaite pas la mort, mais pour tout ce qu'ils sont en train de faire, s'ils doivent tomber, mais qu'ils tombent, parce qu'ils ne sont pas les premiers ni les derniers. Une réaction, Noguet? En fait, moi, je pense que, en général, les deux solutions qui se dégagent sont celles de Carole. Par exemple, le pouvoir, il faut l'affaiblir. L'affaiblir, c'est lui retirer le consentement du peuple, en fait. Lui retirer le consentement du peuple, c'est le refus de coopération des masses, le refus des populations. Exactement. Il y a les grèves, il y a les manifestations qui sont mises en place. Mis à part ça, il y a une autre solution qui est possible aussi. C'est les urnes, la voie des urnes, par exemple. Les urnes, bien sûr. Il y a la voie des urnes, un pouvoir qui est mis en place. Comme vous venez de le dire tout à l'heure, Georges, ce pouvoir-là, il a toutes les armes en main. Le peuple ne peut pas lui faire face. En fait, on ne peut pas entrer dans le palais présidentiel et dire qu'on va le déguerpir de force de là. Non, il y a la voie des urnes. Il suffit juste de conscientiser les populations, de les inciter à aller voter pour pouvoir les dégager. C'est tout. Nous, c'est ce qu'on a fait en 2012 à Dakar et ça a très bien marché pour nous. Il n'y a pas besoin, par exemple, de se dévêtir ou bien d'avoir recours à la violence ou bien de tuer quelqu'un publiquement, des choses comme ça. Je pense qu'on est plus à cette époque-là. Je respecte les opinions des Georgetta, mais je pense que je rejoins plus la solution de Carole et la voix des hommes. Ok, Noguet, j'ai une question pour toi. Comment tu fais... Attendez, il y a une question de Zita. Moi, j'ai une question pour toi. Comment tu fais... Moi, je ne refuse pas. Je sais que des actions non-violentes, parfois, elles portent ses fruits. Ça, c'est vrai, c'est un fait. Mais comment tu fais, par exemple, dans un pays comme le Cameroun, où les populations n'ont même pas le droit de sortir pour faire un mouvement d'humeur? Comment vous faites pour vous manifester? Et c'est ce qui se passe présentement en Côte d'Ivoire, parce que je sais que le peuple ne peut pas sortir. C'est dans ces cas-là, c'est dans ce genre de cas que moi je parle de la violence. Je ne dis pas qu'il faut absolument, mais il y a la question extrême, mesure extrême. Ok, alors je crois que dans les foyers, au niveau de tous ceux qui nous suivent, eh bien, le débat est bien engagé. J'espère que ce débat est lancé et qu'il va se poursuivre. Nous, on va tourner maintenant la page parce que nous sommes obligés de continuer d'avancer, de passer les différentes vitesses de cette émission. C'est bien que ça chauffe au niveau des arguments. Chaque Georgette a ses arguments et ses arguments tiennent. Je crois que vous pousser les auditeurs et les téléspectateurs à se retrouver dans des positions derrière vous. Mais en tout cas, faisons en sorte que ce débat se fasse. Nous, on rappelle que le 2 octobre, c'était la journée mondiale de la non-violence et Mahatma Gandhi a prôné la non-violence pour résoudre les problèmes les plus compliqués. Alors, pour mettre tout le monde d'accord, nous vous proposons de la bonne musique. Nous allons prendre la direction de Madagascar, la grande île, pour vous proposer de la musique avec un garçon qui s'appelle Jerry Marcos qui tire tout un collectif d'artistes. Ça donne un medley et je crois que ça vous fait plaisir, ça va vous mettre d'accord et puis après on aura un autre sujet tout aussi chaud, hein, la peine de mort. Déjà je l'annonce, préparez-vous pour nous présenter vos arguments pour ou contre la peine de mort. Allons-y donc pour Madagascar avec Jerry Marcos. Après nous prendrons les appels. Ok, nous étions à Madagascar, dans la grande île donc, avec un collectif d'artistes dirigé par Jerry Marcos. J'espère que ces différentes sonorités vous ont fait plaisir, mais n'oubliez pas que vous avez la possibilité de continuer le débat sur la non-violence, comment arriver à vaincre les situations difficiles dans nos différents pays, le troisième mandat, le terrorisme, les tentatives de séparation par la non-violence, en tout cas la question est posée et chacun y va de son commentaire. Maintenant, nous allons donner la parole encore une fois à Zita, mais cette fois-ci pour le zigzag culturel, des repères, des possibilités pour vous de prendre part à des activités culturelles et artistiques qui concernent le continent, tant sur le continent qu'ailleurs en dehors de l'Afrique.
Tribu Festival est un événement qui se déroule du 28 au 4 octobre 2020. Il se veut le reflet de l'agitation qui secoue les musiques actuelles de notre monde, un rendez-vous annuel depuis plus de 20 ans qui propose de se mettre à l'écoute de ces explorateurs sonores qui débroussaillent les jungles lumineuses du jazz, des musiques improvisées, du hip-hop ou des musiques modernes africaines. Bête Sénat en français Ouvrons les yeux est une exposition qui veut faire prendre conscience de l'état du monde dans lequel nous avons vécu jusqu'alors. Tel le coronavirus, invisible mais bien présent, nous voyons les effets des actions humaines sur notre environnement, de la désolation de cette crise sanitaire meurtrière pour l'homme, de ses impacts positifs sur la nature, des changements sur notre quotidien et notre modèle économique et social. Va-t-on tirer des enseignements, se demandent les acteurs de cette action. 14 artistes de talent sélectionnés pour une résidence créative à distance se sont interrogés sur leur vision du monde d'aujourd'hui et de demain. Cette initiative se tient du 30 septembre au 30 octobre 2020 à Dakar, au Sénégal. Pour les amateurs d'art, la galerie AZ a le plaisir de vous convier au vernissage de l'exposition Arona Ouedraogo, peintre récente, du jeudi 1er octobre au 24 octobre 2020 à Paris, en France. Alors, au nombre de festivals ont annulé leurs éditions 2020, où l'on évolue en version virtuelle, l'équipe de Cinémonde met tout en œuvre pour proposer une nouvelle édition du festival Cinémonde en salle. Cinémonde ouvre ses portes à un cinéaste culte, Djibril Diop Mambéty du Sénégal, avec son chef-d'œuvre Yen, présenté dans le cadre d'un hommage que le festival lui consacre cette année. L'occasion de redécouvrir aussi en version restaurée Touki Bouki, Le Franc et la petite vendeuse de soleil, ainsi que ses premiers films Contrast Titi et Badou Boy. Et enfin, pour la 4e année consécutive, le festival Le Mois Créole revient du 2 octobre au 28 novembre 2020. Paris, Île-de-France, Strasbourg, Mulhouse, Lille, Bordeaux, ainsi que le Canada, Trinité et Tobago et la Réunion vibreront au rythme des âmes créoles avant que le festival ne s'envole en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane en janvier 2021. Cette édition du Mois Créole s'inscrit plus que jamais dans l'actualité en choisissant pour focus 2 axes forts et engagés, l'écologie et les luttes sociales. À l'heure d'une crise sanitaire majeure et du mouvement Black Lives Matter, Diffé Kako entend proposer 2 mois aussi festifs que politiques. C'est tout pour ce zigzag culturel. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette séquence, le zigzag, enchaîné sur le gag. En tout cas, je suis obligé de faire ça pour ne pas que les narines se dilatent parce que c'est pas facile. Le test du coronavirus, on vous enfonce un long bâtonnet dans le nez et ensuite un autre dans la gorge. Mais vous êtes obligé de le faire si vous devez voyager. Nous avons eu l'occasion de dénoncer le fait que ça coûte jusqu'à 50 000 francs en Côte d'Ivoire et c'est pas normal. Bon, ça c'est une autre affaire, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Permettez-nous de saluer l'Afrique. L'Afrique se comporte de la meilleure façon possible face au coronavirus. Alors que la pandémie du Covid-19 continue de faire des ravages à travers le monde, l'Afrique reste toujours le continent le moins impacté par l'épidémie. Au début de la pandémie du Covid-19, de nombreux experts avaient prédit une véritable catastrophe sur le continent africain, notamment à cause des systèmes de santé défaillants. Plusieurs mois après, les ravages attendus ne se sont pas produits et le nombre de cas diminue de jour en jour dans la plupart des pays. Ce constat a poussé l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, à rechercher les facteurs de la résistance du continent africain à la pandémie du coronavirus. Le virus est pourtant semblable à celui qui circule partout à travers le monde. Selon l'OMS, les pays africains ont déjà l'expérience de nombreuses maladies infectieuses comme le paludisme ou l'Ebola. Le Centre de prévention et de contrôle des maladies de l'Union africaine affiche jusqu'à ce jour plus d'1,4 million de cas de Covid-19 ont été répertoriés sur le continent africain et seulement 35 000 personnes en sont mortes.
Bravo donc à l'Afrique qui tient le coup face au coronavirus avec peu de cas d'infection et peu de morts. Georgette, il faut applaudir l'Afrique. Hein? Je ne vous entends pas. Voilà, pour une fois, l'Afrique fait un joli pied de nez à l'OMS, au monde entier. Tout le monde avait prévu la catastrophe, une véritable catastrophe. Eh bien, cette catastrophe n'est pas arrivée et nous pensons qu'elle ne va pas arriver. Et l'OMS est tout baba devant les performances de l'Afrique face au coronavirus. Et c'est ça que nous avons décidé de saluer aujourd'hui. Et on peut encore applaudir. Même si nous dénonçons les 50 000 francs qu'il faut payer en Côte d'Ivoire, les 100 000 francs, paraît-il, au Bénin, tout ça n'est pas normal. Il ne faut pas profiter du coronavirus pour se faire de l'argent. Il faut profiter justement du coronavirus pour renforcer les installations sanitaires et les contrôles, mais pas pour se faire de l'argent. Bien. Est-ce que l'une des Georgettes a envie de réagir là-dessus? Carole? Oui. Je sais qu'il y a le Monseigneur Cléda au Cameroun que nous regardons, qui propose sa potion et je crois qu'il a participé justement avec force à ce résultat, n'est-ce pas, Carole? Le Cameroun est à 20 000 cas. 20 000 cas? Combien de cas de guérison? Ça n'a pas trop bougé hein. Depuis 2 mois. On est à 20 100 cas et un taux de guérison de 95%. C'est-à-dire 19 000 et poussières de personnes qui sont guéries. Bon. Il n'y a personne encore sous oxygène. Il n'y a plus personne sous oxygène dans les hôpitaux camerounais. Donc tout le monde, il y a des malades qui sont simplement chez eux en train de suivre leur traitement. Donc bravo également au Cameroun parce que vous savez, hein, quand vous avez une raison de hausser les épaules, faites-le. Parce que je me rappelle très bien comment l'Organisation mondiale de la santé se la pétait à dire que l'Afrique, ce sera une hécatombe chez nous. Voilà, donc je pense que c'est un moyen pour l'Afrique de hausser les épaules et de dire alors moi, que je le fais même si nous n'avons pas encore trouvé les raisons exactes de cette performance. Voilà, de cette performance. Au moins, nous sommes sûrs que s'il y a un Dieu dans le ciel, s'il y a un Dieu là-haut, eh bien, il protège mieux l'Afrique que les autres. D'accord. Nogaï, qu'est-ce que vous en dites? On hausse les épaules? En fait, ça me fait vraiment très plaisir que l'on soit là parce qu'au début, on prévoyait une situation vraiment très catastrophique pour l'Afrique. Mais je pense que l'on a bien géré, surtout parce que nos États africains ont très tôt pris des mesures drastiques pour vraiment limiter la propagation du virus en limitant la mobilité des populations. Même si ça a un impact sur le plan socio-économique, ce sont des risques que nous avons pris et finalement, ça a payé. Il y a aussi un autre point, je trouve, c'est le fait que, par exemple, l'Afrique n'est pas très connectée du point de vue international et on sait que la propagation du virus est très intense du point de vue aérien. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que l'Afrique maghrébienne et l'Afrique du Sud soient beaucoup plus infectées que l'Afrique subsaharienne, par exemple. Donc, comme on dit, à quelque chose, malheur est bon. Exactement. OK. Exactement. Il y a aussi la jeunesse de la population qui a aussi joué, il faut le dire. Accra, qu'est-ce qu'on en dit? Accra, c'est le pays d'Afrique de l'Ouest le plus infecté. Mais il n'y a quand même pas beaucoup de morts. Non, sur 46 300 et quelques cas de coronavirus, nous n'avons que 301 personnes qui ont perdu la vie. Et moi, j'aimerais saluer cette très, très belle, on va dire quoi, cette belle preuve que l'Afrique a aussi des cultures, a aussi des pratiques culturelles qui peuvent l'emmener à se sauver de ce genre de catastrophe parce que en dehors des mesures qui ont été prises par les États pour limiter la propagation du coronavirus, il y a des pratiques culturelles qui nous empêchent d'être contaminés et surtout de subir la maladie dans son intégralité. Et vraiment, mais vraiment être noir, là, du coup, je hausse les épaules, comme a dit on hausse les épaules Carole. Et on voit vos quatre boules sur la tête bouger. Exactement. Adrienne, qu'est-ce que vous en dites de là-bas? On sait que l'Italie a été l'un des pays les plus secoués. Voilà, donc je suis heureuse que le continent africain puisse s'en sortir.
Je comprends aussi Carole quand elle dit que... hausser les épaules. Oh non, que l'opinion internationale craignait pour l'Afrique et tout. Parce que, bon, étant en Italie ici, le premier pays européen qui a été durement touché par la pandémie, alors que l'Italie est un des pays en Europe également à avoir, comment on appelle, le système sanitaire vraiment développé, et on s'est retrouvé complètement à genoux. Donc, les gens se disaient déjà, si l'Italie, enfin, je prends le cas de l'Italie, on est touché comme ça, donc qu'est-ce que les pays, les États africains vont devenir? C'est un peu dans ce sens-là que tout le monde a projeté la catastrophe vraiment qu'elle est décimée l'Afrique. Mais je suis heureuse aussi, ça ne s'est pas passé comme ça. Nous aussi, il faut que je le dise comme Zita l'annonçait, l'ONU aussi nous a fait un petit clin d'œil parce qu'en ce moment, c'est vrai que les contaminations sont en hausse dans les différents pays voisins. L'Italie essaie de se contenir quand même. Et parce en Afrique, ça descend. Oui. Voilà. Et donc, vraiment, ils nous ont tiré le chapeau et on est en train de lutter fortement pour que, on puisse rester, disons, sur la vague de 2499 cas comme hier, alors que la France compte peut-être 10 000, presque 11 000. Donc, pour l'instant, ça va et on espère que ça va continuer comme ça pour le continent africain. Espérons. Que ça va pas... Voilà, que ce ne soit pas des on espère, Zita? Voilà. Oui, on espère que cette baisse va continuer. Que dire de plus? Les autres, Georgette, ont pratiquement tout dit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Juste hausser l'épaule. Il faut hausser l'épaule, faire bouger les 4 boules sur la tête de Sabrina. Bravo à l'Afrique et que ça continue comme ça. Parce que quand nos États ont pris des mesures, certains ont vu que ces mesures-là, c'était trop drastique. Mais il s'avère que ça a donné des fruits. Alors, on va demander à Nogueil de commencer à retrousser sa robe parce que il faut qu'elle nous apprenne à danser le mbalard parce que nous avons choisi un grand de l'Afrique, Youssou N'Dour, pour saluer ces belles performances de l'Afrique. Et regardez, Africa Dream, eh bien, ça va chauffer. Et ça chauffe. Et si vous avez envie de danser, dansez, haussez les épaules, faites bouger les 4 boules sur la tête. C'est pour saluer les performances de l'Afrique en face du coronavirus. C'est culture yatuna, c'est tere histoire, monu le rere. Man say way ak say fek, terang say do, monu le rere. Immense is your bell, immense are your dream. Wow wow. Man you wake up send up Africa. Comme sa boppam comme li nga doonoon lu bare nga am lu bare nga mënu la noppi immense is your well immense how you dream sa culture yaatu na say tere histoire mënu la réere mbay say way ak say fekk teranga say doom mënu la réere immense is your well immense how you dream. By J. Fay. Mani le pousse-pousse.
Mbagnick Mouss Zakaria Mouss Mathieu Fall Mouss Martin Ndiaye Mouss Maradie Darame Bassirou Gueye Bibi Mouss 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 Voilà, l'ambiance est bonne et nous saluons, nous haussons les épaules, nous faisons bouger les boules sur la tête. Nous sommes heureux de savoir que ça se passe très bien en Afrique face au coronavirus. Il faut rester vigilant, il ne faut pas baisser la garde, il faut demander aux États de continuer de faire de la sensibilisation. Il faut demander aux uns et aux autres de ne pas oublier de respecter les mesures barrières. Et tout cela dit, maintenant voici un autre sujet très sensible. Nous avons encore le temps d'en parler, c'est la peine de mort. La Tunisie a décidé, par le biais de son président, en tout cas l'a annoncé, a demandé que l'on revienne à la peine de mort. Qu'est-ce que vous en dites? Mais avant d'avoir votre avis, avant d'avoir vos arguments, allons-y savoir de quoi cela retourne dans ce pays d'Afrique du Nord. En Tunisie, le rétablissement de la peine de mort fait couler beaucoup d'encre. Vendredi 25 septembre dernier, le corps de Rama Lamar a été retrouvé mutilé dans une fosse le long de l'autoroute reliant Tunis à la banlieue chic de la Marsa. Le meurtrier capturé, les Tunisiens réclament sa pendaison. Lundi 28 septembre, le président tunisien, Kais Saied, juriste de son État, a finalement prôné le rétablissement de la peine de mort lors d'un conseil de sécurité. Quant au patron du parti islamiste Ennahda et président de l'Assemblée nationale, Rached Ghannouchi, s'est indigné de cette réaction du président de la République, se demandant si les lois en vigueur et les engagements internationaux de la Tunisie avaient été pris en considération. En Tunisie, la dernière fois où la peine de mort a été appliquée remonte à 1991. Le débat vous est ouvert pour ou contre la peine de mort. Vous pouvez répondre en appelant au 07 45 51 10 2 si vous êtes au Gabon ou au plus 241 74 55 11 02 si vous êtes hors du Gabon. Voilà, la question elle est posée et c'est un thème qui n'est pas loin, pas trop loin du premier que nous avons abordé. Êtes-vous pour ou contre la peine de mort? Autrement dit, voulez-vous que l'on tue ceux qui tuent? Voilà, la question est posée. On va commencer par Topre Zita. Bon. C'est comme vous l'avez dit. En fait, c'est vrai, les deux thèmes se rejoignent. Est-ce que je suis pour la peine de mort ou contre la peine de mort? Mais moi, je suis... Il ne faut pas passer entre les deux, hein. Il faut faire un choix. Non, je suis... Pour ou contre? Je suis contre la peine de mort. Contre la peine de mort. Voilà. Mais un peu pour la violence. Tout à l'heure, vous l'avez dit. Ok, oui. Allez-y. Je suis contre la peine de mort parce que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'on prouve qu'il est coupable. Parce qu'il y a des personnes qu'on arrive à exécuter alors qu'ils n'ont pas commis des crimes dont ils sont
accusés. Par exemple, on le voit aux États-Unis depuis 2011, il y a des personnes qui ont purgé 40 ans de prison, mais 40 ans plus tard, on retrouve que cette personne est innocente. Et imaginez qu'à l'époque, quand on avait condamné cette personne, on l'aurait tuée. Mais il ne faut pas oublier que les États-Unis, c'est l'un des pays où la peine de mort est le plus appliquée, en tout cas selon les États. Oui, c'est selon les États. Donc cette personne-là, on l'aurait tuée pour rien. C'est dans ce sens-là où je suis contre la peine de mort. Donc en tenant compte de la présomption d'innocence. Voilà, en tenant compte de la présomption d'innocence. Alors les gens disent an eye for an eye, la loi du talion. Qu'est-ce que vous en dites, Carole? Êtes-vous pour ou contre la peine de mort? Je ne peux pas être partisan de la non-violence et être pour la peine de mort. Je pense que c'est dans la vie, il faut éviter les extrêmes. Les extrêmes sont toujours dangereux pour la société. Il faut éviter les extrêmes. Il y a des personnes, par exemple, cette semaine au Cameroun, nous sommes choqués par le témoignage d'une jeune fille, de deux jeunes filles dans une chaîne locale qui souffrent dans leur ménage. Elles ont dit que leur mari les maltraitait, les sodomisait, ne faisait que les rapports avec elles que lorsqu'elles avaient leur menstru. Et quand elles n'avaient pas de menstru, il les blessait avec la lame pour que le sang coule de leur corps et qu'ils oignent les parties génitales avec ce sang-là pour pouvoir leur faire l'amour. C'est terrible ça. Une personne comme ça, tout le monde va dire peine de mort. Il faut le tuer, il faut le tuer. Dans une certaine mesure, moi-même je suis pour ça. C'est-à-dire quand vous êtes pris en ce type de flagrant délit, que vous avez assassiné des enfants de 3 mois, 9 mois parce que vous les avez violés, à un moment donné, on a envie de ne plus vous voir vivant. On a envie de ne plus vous voir dans la société, que vous êtes un danger et on a l'impression que cette mesure, cette peine de mort-là va arranger, va dissuader des personnes qui aimeraient bien passer par là aussi. Mais vous savez, dans la vie, personne n'a le droit d'ôter la vie à une autre personne. Personne, même pas la justice. Même pas la justice. Donc, il y a d'autres moyens, comme on le disait, pour la non-violence. Il y a d'autres moyens pour corriger les délinquants de la société. Il y a d'autres moyens pour dissuader ces personnes-là. Pourquoi pas ouvrir un grand centre d'usine où on les fait travailler à longueur de journée, qu'ils développent la société, là où on extrait l'or, le granit et tout ça, on les laisse là-bas, ils extraient toute la journée, ils ne font que ça pour que l'État vive, donc je pense qu'il y a un autre moyen, il y a d'autres moyens pour réprimander, corriger ce type de délinquance dans la société. Vous êtes donc contre la peine de mort. Sabrina, vous êtes pour ou contre la peine de mort? Oui, je préfère même qu'on dise 500 ans de prison à vie que de condamner à la peine de mort. Alors Sabrina, le contexte de la peine de mort, il n'est pas gratuit. Hein. Il y a des gens qui ont tué d'autres gens et il y a donc des personnes qui souhaitent que l'on applique la peine de mort. Qu'est-ce que vous en dites? C'est vrai qu'il y a des situations assez extrêmes, comme le disait Carole, il y a des personnes qui font des crimes assez odieux et on a vraiment envie que ces personnes-là paient de la même manière, donc qu'elles meurent et par tous les moyens possibles, mais je suis contre la peine de mort. Je suis contre la peine de mort parce que oui, je suis contre la peine de mort parce que les raisons qui poussent certaines personnes à commettre des violences ou encore des crimes sur d'autres personnes, moi je pense qu'ils peuvent le payer d'une autre manière ou encore qu'on peut revoir le tir, que ces personnes-là peuvent se rectifier et tout le reste. Moi, je pense surtout que si vous tuez quelqu'un qui a tué, vous n'êtes pas différent de lui. Et donc, si vous tuez quelqu'un qui a tué, qu'on vous tue aussi parce que vous avez tué quelqu'un qui a tué. Et c'est le cycle infernal. Comme ça, on mourra tous. Voilà, et c'est le cycle infernal. Donc, il y a beaucoup plus il y a d'autres punitions. D'accord. Il y a d'autres sanctions qui peuvent être prises vis-à-vis de ces personnes-là. Au lieu, moi j'ai par exemple mon papa qui dit souvent que voilà, il faut couper les tendons des gens qui regardent les filles, les autres et tout ça juste pour rigoler. Il y a beaucoup plus des sanctions beaucoup plus graves qu'on peut assigner à ces personnes-là au lieu de les tuer en fait. Ok, Nogueï, à Dakar, la peine de mort, qu'est-ce que vous en dites? Pour ou contre?
quel que soit le contexte? Je suis contre la peine de mort. Vous êtes contre? Oui, toujours dans cette même dynamique de la journée de la non-violence. On ne répond pas à la violence par la violence. Et je pense que la peine de mort est quelque chose de très irréversible quand on sait que la justice humaine est faillible. Elle a ses failles. Et que seule la justice divine est juste. Donc, ça me rappelle par exemple un cas aux États-Unis où le plus jeune Américain qui a été exécuté avait 13 ans. C'était un Afro-Américain et il était innocent. Il a été seulement innocenté vers les années 2000 et je trouve ça vraiment dommage. Et d'autant plus qu'elle peut engendrer beaucoup trop de choses, je pense. Par exemple, certains gouvernements peuvent l'utiliser à des fins répressives, alors qu'il est possible de mettre à l'écart les délinquants les plus dangereux de la société sans pour autant les tuer. Bien. Et voilà, exactement. Donc, et on est dans un monde, franchement, où même la justice internationale lutte contre la peine de mort. Il faut savoir que même les génocides, les crimes contre l'humanité ne sont plus punis par la peine de mort. Donc, moi, je suis très contre et je suis contre la violence. Il est possible, franchement, de les mettre à l'écart sans pour autant y avoir vraiment recours. Ok, n'empêche que moi je continue de poser la question à Adrienne de savoir comment rendre justice si ce n'est par la peine de mort, parce qu'il y a des parents qui ont vu leurs enfants perdre la vie. Est-ce que pour rendre la justice, faut-il imposer la peine de mort? Qu'est-ce que vous en dites? Êtes-vous d'accord avec toutes les Georgettes? Non, je suis contre la peine de mort. C'est vrai que tout à l'heure, je voudrais pour accepter un peu de violence dans cet cas, mais là, je suis contre la peine de mort parce que même si on l'applique, cela ne va pas ramener l'être cher. Quelqu'un qui a tué 1, 2, 3, 4, 5, 10 personnes, des fois. Non, mais bon, ce que Carole disait tout à l'heure, c'est-à-dire, comme dans mon introduction, le jeune homme de 21 ans qui a saigné 60 coups de couteau, mais moi je me dis, bon voilà, il faut qu'on t'inflige 60 ans de prison ferme. Et donc, si tu as 21 ans, ça veut dire que jusqu'à 21 ans, tu es là-bas. Ça veut dire que tu meurs en tôle. Il faut pas, ça veut dire qu'il ne faut même pas de favoritisme au niveau de la justice. Parce que bien des fois, après, il faut faire des séances psychiatriques pour savoir s'il était en possession de toutes ses facultés mentales. Bon, après aussi, il faut faire l'appel en cours pour voir si on peut diminuer comment on appelle, le nombre d'années. Ensuite, il faut encore voir pour bonne conduite. Après, souvent, il est déclaré que bon, la personne a 25 ans de prison. Au bout de 10 ans, on dit non parce qu'il s'est bien conduit, donc on le libère. Et quand on le libère, il vient commettre le même meurtre. On en voit régulièrement ici en Italie. Malheureusement, de temps à autre, je ne fais que vous raconter ces faits divers. Mais pour l'instant, je dis que je suis contre, mais que la justice soit ferme. C'est-à-dire quand on a décédé, si c'est 60 ans ou bien 90 ans de prison, c'est 90 ans de prison, de travaux forcés. Voilà, ils sont enfermés quelque part, comme le dit Carole, là, dans les sous-sols, là, pour extraire le charbon, ben, je ne sais pas quoi. Et puis, bon, il ne faut pas qu'ils voient le soleil. Comme ça, au moins, tu te rends compte que tu n'aurais pas dû poser certains actes. Okay. Voilà, je suis contre. Voilà, merci beaucoup, les Georgettes. On voit que, vous êtes unanime sur la peine de mort. Toutes, vous êtes contre la peine de mort parce qu'il ne faut pas ôter la vie, même à quelqu'un qui a ôté la vie d'autres personnes. En tout cas, c'est sur cette note que nous allons nous quitter. On peut se dire au revoir ensemble, toutes les Georgettes. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite un très bon week-end. Hein. Si vous avez un message particulier à dire, laquelle a envie de le dire, moi j'ai les mains ouvertes et je vous attends. Je vous souhaite un très bon week-end et une très bonne semaine à vous, comme à tous nos auditeurs et à tous nos téléspectateurs. Alors, il y en a une qui a dit quelque chose? Non? Carole? Non, moi je dis ciao. Ciao, ciao. Carole? Ciao. La paix règne en Afrique. Ok, Nogay? Bye, assalamu alaikum. Ok, Sabrina? Haussons les épaules parce que l'Afrique est le continent le moins touché par le coronavirus. Ok, merci beaucoup, Zita. Bon, malgré que j'ai dit que j'étais pour la violence, que j'étais pour la violence, mais n'empêche que je ne fais pas l'apologie de la violence,
Donc, prenez la paix, la culture de la paix, c'est mieux, mais il y a des situations où il vaut mieux employer la violence. Bon week-end à tous. Ok, bon, c'est sur ça que nous allons nous quitter. Je voudrais vous proposer à vous toutes les Georgettes et à tous nos auditeurs et à tous nos téléspectateurs de la très bonne musique. Une fois n'est pas coutume, de la musique qui arrive d'Ouganda. Elle s'appelle Rema Namakula et elle chante pour vous Ekiama. Et c'est sur ces notes de musique que nous nous disons au revoir, que nous vous souhaitons un très bon week-end et que nous vous disons à la semaine prochaine. Donc portez-vous très bien et à bientôt. Esto. Zina kumbalubu